Vous écoutez Turbulence, un podcast de l'AFP. Au cœur d'un monde qui change à toute vitesse, la France se transforme, traverse des crises d'identité. Nous avons choisi 5 zones de turbulence en France que vous pourrez découvrir dans 5 épisodes. Des Français de tous horizons auront la parole. Ils et elles racontent la France aujourd'hui et les débats qui l'animent à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2022. Je suis Sarah Lou Lepers et c'est avec moi que vous embarquez pour le premier épisode de cette série. Pour commencer, nous partons dans l'est de la France, dans les Ardennes. Nous, on est loin de Paris, on compte pour du beurre. On compte pour personne. En plus, nous, on est frontaliers avec la Belgique, c'est encore pire. D'ailleurs, le petit trou du cul du monde. C'est là où commence la fameuse diagonale du vide, un territoire qui se dépeuple et qui traverse la France du nord-est au sud-ouest. Des zones rurales et périphériques, des petites villes où les gilets jaunes ont été très mobilisés dès le début du mouvement en 2018. Dans leur discours, un sentiment d'injustice, de rupture avec les élites du pays. Ici, particulièrement, l'image de l'État-providence à la française est écornée. L'État français, très endetté, a réorganisé ses services publics et les habitants ont l'impression d'être abandonnés. 3 ans après, nous sommes retournés sur cette terre de gilets jaunes où ce sentiment d'abandon est encore omniprésent. Turbulence, épisode 1, la France des oubliés. On est à Charleville-Mézières, devant le théâtre. Vous venez d'où, vous ? Nous, on habite à Charleville, juste à côté. Donc, on est venu en voisin. À l'entrée de la vallée de la Meuse, appréciée des randonneurs à vélo pour ses forêts et sa nature, Charleville-Mézières est connue pour ses hivers froids. Devant le théâtre, ce soir de décembre, tout le monde est bien couvert, y compris Angélique, 48 ans, qui fait de la buée quand elle parle. Oui, là, c'est l'hiver, oui. Oh, on a pire, hein. Des fois, on a beaucoup plus froid. Hein. On peut avoir des moins 10, moins 15. Vous habitez loin d'ici ? À 3/4 d'heure, là. Et du coup, ce soir, vous avez vraiment hésité à venir ? Oui. La météo annonçait de la neige, des risques de verglas. Vu qu'il a flotté, j'ai un petit peu peur au retour quand même. Celui qui a poussé Angélique à monter dans sa voiture, c'est Gauvin Cers. Vous aimez beaucoup Gauvin ? Oh. En fait, ces textes, c'était un petit peu tout ce que pensent les gens, en fait. Devant le portail vert de son école primaire, on reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ces 2 dernières classes. On est déserté partout par le travail, par les fermetures d'écoles, par les fermetures de collèges, les hôpitaux qui ferment, les services. On est les oubliés, la campagne est paumée, être loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir recouper les camps. C'est qui ces oubliés ? Vous parlez de qui ? Je pense que justement ça a parlé de beaucoup de monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est que beaucoup de gens sont reconnus là-dedans. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la main. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne est paumée. Et le fait d'en avoir parlé, je crois que justement les gens se sont dit tiens, je suis pas tout seul à penser ça et il y a quelqu'un qui a écrit une chanson et qui parle de moi et c'est peut-être ça qui les a touchés. Faudrait demander à tous ces gens qui se sentent concernés par la chanson. Mais en fait, même moi, je me sens concerné par la chanson en fait. Gauvin Cers a 32 ans. Il vient de la Creuse, un autre département de la diagonale du vide qui se dépeuple comme les Ardennes. tout le monde part, les jeunes partent. Forcément, il n'y a pas de boulot, donc les jeunes y partent. Autour de vous, il y a des jeunes qui sont partis ? Ah oui, plein. Personne ne reste dans le coin. Moi, mon gamin, il a 18 ans, il dit clairement que de toute manière, il ne restera pas. Il m'a dit pourquoi faire pour être chômeur. Gauvin Cers a lui aussi quitté le village d'à peine plus de 1000 habitants où il a grandi pour donner une chance à sa carrière de musicien. Venir jouer dans les petites villes alors qu'il remplit les plus grandes salles de France est une forme d'engagement. Raison de plus parce que je l'ai vécu. Quand j'étais petit, on faisait 80 km avec mon père pour aller voir un concert et j'ai eu la chance d'avoir un père passionné de musique.
Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, voilà, c'est vrai que je pense que ça fait partie aussi de mon histoire et que j'ai envie un peu de renvoyer l'ascenseur par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est pour ça que la musique est importante aussi. Et je crois qu'elle est très importante pour redonner espoir aux gens. À 300 km de Paris, dans cette salle comble des Ardennes, tout le monde connaît le refrain par cœur. Ce titre, Les Oubliés, Gauvin Cers l'a écrit en 2018. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves se déchirent. Sortie en décembre, au plus fort des manifestations de Gilets jaunes, la chanson a même été chantée dans les cortèges. Angélique a d'ailleurs participé au premier rassemblement. Le lendemain du concert, je l'ai rejointe là où elle habite, à Fumay, à 40 km de Charleville-Mézières. Le verglas, beaucoup de voitures se sont retrouvées au fossé ce matin dans les Ardennes. Je me suis éclatée hier soir. Déjà, on est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris. Tout le coin, de toute manière, hein, toutes les Ardennes ressentent ça. Donc, toute la vallée, on prend Fumay, Vireux. Et vous êtes du coin ? Oui, moi je suis originaire de Vireux, à 13 km. Et aujourd'hui, Angélique est aide-soignante à l'hôpital local de Fumay. J'ai travaillé, j'ai eu mon premier boulot à l'hôpital et puis j'y suis restée. Donc j'ai passé le diplôme d'aide-soignante. J'avais mis en suspens l'école d'infirmière. Puis comme j'ai été embauchée à l'hôpital, je suis restée aide-soignante. Et puis j'ai été malade. Et puis après, on m'a dit reclassement professionnel. Donc j'ai été un petit peu à l'animation, j'ai été un petit peu au ménage, j'ai été un petit peu partout. Puis maintenant, je suis dans les bureaux. C'est-à-dire ? Au bureau des entrées, en fait, on fait les dossiers pour accueillir les patients. Quand vous arrivez à l'hôpital, carte vitale, carte de mutuelle, votre adresse, votre téléphone. En travaillant dans une structure de santé, Angélique a assisté au cercle vicieux des territoires qui se dépeuplent. Les habitants partent, les budgets pour les services publics se réduisent, et les gens ont encore plus envie de partir. Moi, quand j'ai commencé, ça n'avait rien à voir déjà. Ça se dégrade forcément, puisqu'ils réduisent les lits, ils réduisent le personnel, donc forcément, ça devient plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué que la France rurale manque de médecins. Et après 2 ans de pandémie, la question est revenue tout au long de ce reportage. Élodie Bertrand était aussi au concert de Gauvin Cers. Elle vient d'un village plus à l'ouest des Ardennes. Les problèmes qu'on peut rencontrer, nous, en tant que ruraux, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, ça va des problèmes des médecins. Enfin, pour avoir un rendez-vous chez des spécialistes, on est obligé d'attendre 6-7 mois parce qu'on ne trouve pas d'établissement correct dans notre secteur. Enfin, moi, je vois pour trouver, par exemple, un médecin un peu spécialisé, je suis obligée de faire 90 km et j'ai rendez-vous dans 6 mois. Hein, c'est pas normal, je trouve. Enfin, on paye nos impôts comme tout le monde. On estime qu'on devrait avoir droit à des services comme tout le monde. Au délai d'attente pour un rendez-vous s'ajoutent parfois des dépassements d'honoraires. Et ce n'est pas un détail, le prix du carburant pour se rendre au cabinet médical qui n'a cessé d'augmenter depuis 3 ans. En France, avec un taux de médecins par habitant en dessous de la moyenne européenne, cette question de l'accès aux soins est devenue centrale. Fumay, par exemple, ne compte que 2 médecins généralistes pour 3300 habitants, tous les 2 proches de la retraite. Le maire socialiste de cette petite ville, Mathieu Sonnet, s'inquiète de cette situation. Il y a de moins en moins de services sur nos communes et les gens se sentent de plus en plus abandonnés. Et ça ne touche pas uniquement la santé. Le centre des impôts a quitté la ville et la perte d'habitants fait craindre de nouvelles fermetures de classes. On a eu les gilets jaunes il y a quelques années. Je pense qu'ils n'ont pas été si entendus que ça. Ça risque de se reproduire encore. On parle du prix de l'essence qui a encore augmenté. Si on continue toujours d'avoir une logique effectivement de rentabilité sur des services publics, je pense qu'on va dans le mur. Ah ben, les services publics, c'est quand même le bien de ceux qui n'ont rien. Hein. Puisque ça appartient à tout le monde. Michèle Leflon est présidente de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. J'étais médecin anesthésiste à l'hôpital de Charleville. Ardennaise d'adoption, elle connaît bien les enjeux locaux. Donc effectivement, c'est évident que pour prendre l'exemple de l'hôpital, là, c'est encore plus compliqué pour des gens qui n'ont pas de sous. Et bien ces gens-là, ils ne peuvent pas se faire soigner. Dans le département, il y a 50% des gens qui ne payent pas d'impôt sur leur revenu, donc ils sont en dessous du seuil imposable. Alors je ne vous garantis pas le chiffre parce qu'il est un peu ancien. Effectivement, d'après l'INSEE, dans les Ardennes,
un ménage sur 2 ne gagne pas assez pour être imposable. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale. C'est que ça dénote quand même que c'est pas uniquement marginal. La pandémie de Covid a mis un coup d'arrêt aux économies, notamment dans le domaine de la santé. Mais avec la campagne présidentielle, la question des réformes de la fonction publique est reposée. Certains candidats veulent supprimer des dizaines de milliers de postes ou mieux répartir les effectifs. D'autres veulent en créer de nouveaux, et tous s'accordent en tout cas sur un point, l'accès aux soins doit être une priorité en France. Il dit quoi votre panneau ? Soignants épuisés. Rendez-nous les infirmières, déjà. Donnez des conditions du métier un peu plus agréables. Et prenez soin de nous. Et on prendra soin des soignants, enfin des patients. Le gouvernement s'est engagé à augmenter les salaires des personnels soignants. Mais plusieurs collectifs et syndicats, rassemblés ici à Paris début 2022, estiment qu'elles ne suffiront pas à soulager ces professions. Michel Leflon, que vous avez entendu juste avant, était présente. Même dans les plus gros hôpitaux, on manque de personnel. Et là, on est arrivé dans un cercle vicieux, puisque comme les personnels n'en peuvent plus, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, et parce que ce qu'on leur demande de faire, c'est d'être rentable, et ce n'est pas le sens de leur métier, eh bien, ils s'en vont. Et donc, on est dans un cercle vicieux, parce que quand quelqu'un s'en va dans un service parce qu'il n'en peut plus, les autres ont encore plus de boulot, donc ils ont encore plus envie de partir. Il y a des médecins qui partent vers le privé, parce que les conditions de travail sont meilleures, on les considère plus, ça paraît idiot, mais c'est la réalité. Ils sont mieux payés, et en général, ils ont moins d'astreintes de nuit. D'après Michel Leflon, donc, les conditions de travail dans les hôpitaux publics dissuadent les médecins d'y travailler. Thomas Talek, qui dirige les hôpitaux des Ardennes, partage son avis. Oui, en fait, c'est même plus radical, c'est-à-dire qu'ils choisissent des activités où il n'y a plus de garde du tout. Ils vont dans des centres qui n'assurent pas la permanence des soins, comme on dit dans le jargon, et donc ils ont une activité de jour, point, qui peut être intense, hein, mais en tout cas, ils ne sont pas sollicités ou de manière vraiment exceptionnelle la nuit et les week-ends. Il faut quand même voir aussi que l'hôpital public, c'est la seule structure sanitaire en France qui est ouverte H24, 7/7 et toute l'année. C'est pas le cas des autres structures. Les autres structures proposent autre chose. Pour inciter des professionnels de santé à s'installer dans les Ardennes, Thomas Talek travaille avec les élus locaux. Le maire de Charleville-Mézières, par exemple, Boris Ravignon, du parti de droite Les Républicains, aimerait plus d'engagement de l'État. On se bat comme des fous. On est allé chercher un ophtalmo pour l'installer au centre de Charleville. Le type, il a rempli en une matinée, je crois, 5400 positions de rendez-vous. On a fait l'ouverture du journal sur RTL, tellement ça fait bidonner tout le monde. Mais sur la santé, je vous ai pas dit on est abandonné de manière générale parce que c'est une perception. Je le documente. On a moins de médecins qu'ailleurs, donc plus de problèmes. On a des projets et on n'est pas aidé sur ces projets. C'est ça, être abandonné. Parce que moi, je dis pas, il faut tout nous apporter. J'aime bien l'expression « aide-toi, le ciel t'aidera ». On commence par s'aider, mais on peut pas tout faire. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique nationale de santé. Cette pénurie de médecins et la tension dans les hôpitaux se conjuguent avec la réorganisation d'autres secteurs emblématiques de la présence de l'État. Les fermetures de classes dans certains villages, la suppression de bureaux de poste et la numérisation de tout un tas de services aux usagers. Les mobilisations que suscitent ces mesures révèlent un réel attachement des Français à leurs services publics de proximité. C'est ce qu'explique une étude dont le sociologue Igal Filjakov est co-auteur. L'attachement à ces services publics de proximité, c'est aussi un attachement à l'espace local, à l'identité locale. La campagne est paumée, mais trop loin de Paris. Au fond, les habitants de ces territoires, lorsqu'ils manifestent un attachement au défense de leurs services, ce qu'ils défendent aussi,
C'est quelque chose qui relève de l'histoire du lieu, de l'identité du lieu. Tu t'appelles comment? Elliot. C'est Elliot, s'il vous plaît. Donc ce qu'on défend à travers ces services, c'est aussi, finalement, la communauté à laquelle on appartient. C'est mes souvenirs d'école, c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes rencontres à la gare, de mes déplacements, c'est mon attachement à ce qui constitue finalement un bien public local. Donc on voit bien qu'il serait réducteur de dire qu'au fond ce qu'on défend, c'est un service rendu. Ça n'est pas qu'un service rendu, c'est aussi autre chose et qui relève d'une part très symbolique, me semble-t-il. Dans son analyse, Igal Filjakov s'intéresse aussi au rôle des élus locaux qui s'engagent avec les habitants. Mathieu Sonnet, le maire de Fumay, n'a pas baissé les bras. Moi, je pense que si on est élu, on se doit d'être optimiste. Sinon, on se présenterait pas, je pense. On a tout pour y arriver. Il y a 30, 40 ans, en arrière, on avait le plein emploi, on avait une vallée qui produisait énormément. Si je prends Electrolux, Arthur Martin, pratiquement toutes les machines à laver d'Europe étaient produites là. Et ce savoir-faire, on l'a perdu, effectivement, pour des raisons de politique nationale, où on n'a pas investi dans l'industrie, hélas. Maintenant, on se cherche effectivement peut-être d'autres voies, mais on n'abandonne pas. Et je pense que là, les problématiques climatiques et de développement durable font qu'on va peut-être avoir notre carte à jouer parce qu'on a de la place, on a des friches et ça peut ramener de l'emploi et ça peut faire repartir le territoire. Ça, j'y crois. Voilà. Il n'y a pas que dans les Ardennes qu'on croit à une renaissance de l'industrie française. Partout en France, des initiatives voient le jour et veulent redonner de l'attractivité aux territoires sinistrés. Ça sera le sujet du prochain épisode, pour lequel on traverse la France pour atterrir dans le sud. Vous venez d'écouter le premier épisode de Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Si ça vous a plu, dites-le autour de vous, partagez-le. Nous avons pensé cette série pour qu'elle voyage à travers les oreilles du monde entier. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas français, elle sera aussi disponible en version anglophone. Je m'appelle Sarah Lou Lepers et je vous donne rendez-vous très vite.